Bonjour et bienvenue à tous. Pour commencer, je dois vous prier d'accepter toutes mes excuses pour les conséquences de l'accident tout à fait inédit qui m'est arrivé la semaine dernière. Juste la veille au soir de notre rendez-vous du jeudi, c'est-à-dire au pire moment, mon ordinateur a décidé de me lâcher en refusant absolument de s'allumer et de me laisser accéder à mes fichiers sans lesquels il m'était impossible d'assurer mon cours du lendemain. Alors, dans la panique générale, j'ai fini par supposer que mon ordinateur, ayant entendu parler depuis un certain temps de rester couché, a probablement voulu tenter l'expérience à son tour. Enfin bon, toujours est-il que j'ai vraiment fait l'impossible pour prévenir au plus vite l'administration du collège, mais cela n'a malheureusement sans doute pas empêché que beaucoup d'entre vous se soient présentés jeudi dernier pour rien et ont dû rebrousser chemin bredouille. Donc je peux vous assurer que depuis la bonne douzaine d'années que je suis au collège, ou plus exactement que je survis au Collège de France, c'est bien la première fois que ça m'arrive et j'espère bien que c'est la dernière. Alors, depuis que nous avons repris le fil de notre enquête sur la question de savoir si la Chine peut encore être considérée comme une civilisation, il y a quelques semaines de cela, nous avons laissé de côté les prétentions du discours officiel concernant les prétendus 5000 ans de civilisation continue. Et aux dernières nouvelles, maintenant, c'est 5000 ans de civilisation démocratique continue, pour nous intéresser à ce que dit la société chinoise dans l'espace qu'elle a encore pour s'exprimer, à savoir les réseaux sociaux. Et c'est en effet justement dans cet espace qu'ouvrent les réseaux sociaux que circulent et s'échangent principalement les idées actuellement en Chine. Et si on y prête l'oreille, on entend une certaine lassitude, voire une lassitude certaine de la classe moyenne, c'est-à-dire celle qui anime et participe le plus aux discussions sur ces réseaux. Cette lassitude, on l'a vu, se traduit par le phénomène d'involution, c'est comme ça qu'on traduit le concept chinois de Neituan, qui va dans le sens inverse, qui tourne dans le sens inverse de l'évolution attendue dans ce qui se revendique comme, je cite, une grande civilisation. Involution qui est elle-même associée à deux phénomènes sociétaux que l'on observe actuellement en Chine et dont nous parlions la dernière fois, à savoir, d'une part, la tentation de rester couché, tentation contagieuse qui semble désormais affecter aussi les ordinateurs, et d'autre part, la réticence à faire des enfants. Alors, vous me direz, enfin, dans un esprit un peu gaulois, que c'est un peu un gâchis de rester couché sans en profiter pour faire des enfants, mais enfin, c'est comme ça. Alors, vous voyez cette classe moyenne complètement épuisée, vraiment tout le monde affalé sur un fauteuil. Et nous avons vu aussi les énormes efforts déployés par les autorités et la machine d'État chinoise pour contrer ces tendances fâcheuses à l'horizontalité. Donc, il s'agit donc pour la machine d'État de remettre de la verticalité là-dedans. Et ce sont des efforts qui, notamment, visent à redynamiser la jeunesse. Là, comme vous voyez, elle en a un peu besoin. En particulier, à remasculiniser une génération d'enfants uniques
qui sont considérés comme trop gâtés et protégés, notamment par leur maman. Sur cette image, vous avez à gauche ce qui faut comme entraînement, justement, il faut prendre vraiment les Chinois tout petits, hein, et donc les entraîner à faire ce que vous voyez sur la partie gauche de l'image pour éviter que plus grands ils deviennent ce que vous voyez sur la partie droite de l'image. Donc c'est ça le but. Et plus généralement, tout ceci revient à remilitariser une société que le régime lui-même avait encouragé à s'adonner à un consumérisme effréné. Alors vous avez ici donc comment on entraîne sous la houlette d'un instructeur venu de l'armée, un instructeur professionnel de l'armée. On entraîne donc ces nouvelles recrues de l'université. Donc ça, c'est ce à quoi vous devez vous plier quand vous entrez à l'université, donc ces exercices militaires. Et ici, donc, c'est ce à quoi finalement doit aboutir toute la société chinoise. Alors, ce sont autant d'efforts et de pressions qui sont exercés exclusivement du haut vers le bas, top-down, comme on dit en anglais, et qui, précisément parce qu'ils sont imposés par le haut, restent sans effet. C'est ce qui a amené certains auteurs, enfin, qu'on lit aussi sur les réseaux sociaux ou dans des articles de journaux, certains auteurs parlent même d'un phénomène d'involution du pouvoir d'État lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, il a l'impression de faire beaucoup d'efforts justement pour redynamiser toute cette société, mais sans y arriver. C'est-à-dire que ces efforts patinent sur place. Alors, en particulier, la politique de l'enfant unique, pratiquée avec toute la coercition de la puissance étatique, on l'a vu avec avortement, stérilisation forcée, entre 1979 et 2015, c'est-à-dire pendant 35 ans, cette politique a été finalement abolie en 2015, date à laquelle l'État parti a décidé d'autoriser la production par couple de 2 enfants. Décision qui est restée sans effet sur la natalité, de sorte qu'en juin dernier, tout récemment, il a été décidé que désormais les couples sont fortement encouragés à produire 3 enfants, ce qui n'a fait que susciter la volée d'objections et de sarcasmes que vous imaginez, parce que si les gens ne réagissent déjà pas à 2 enfants, a fortiori à 3. Alors, le professeur Sun Liping, que nous avons déjà vu à l'image, ce sociologue de l'université Tsinghua de Pékin, qui est une des universités les plus prestigieuses du pays et que nous avons déjà citée. Ce professeur, donc, justement, s'exprime très volontiers sur les réseaux sociaux, parce qu'il a bien compris que c'est comme ça qu'il peut arriver à se faire entendre, d'une certaine manière. Et dans un de ses posts sur WeChat, il soulève une question frappée au coin du bon sens. Alors, ces posts qu'il met sur WeChat, il les a intitulés de manière générique She Hui Guan Cha, Sun Liping She Hui Guan Cha, c'est-à-dire donc les observations sur la société donc de Sun Liping. Et donc régulièrement, il place des posts, dont celui-ci qui s'intitule 想让生3胎，请先给他们一个理由. C'est-à-dire, bon, vous voulez que les gens fassent 3 enfants, eh bien, encore faudrait-il leur donner une bonne raison pour ça. Donc, ça paraît effectivement une question de bon sens.
Alors, j'ai mis le texte de ce poste pour ceux d'entre vous qui lisent le chinois, mais je traduis pour ceux qui ne le lisent pas. Donc, pourquoi est-ce que les gens font des enfants? Ça revient, au fond, à 3 raisons. La première, c'est l'instinct. C'est-à-dire, comme les animaux, nous nous reproduisons par instinct afin de faire en sorte que la vie continue sans qu'il y ait besoin d'autres raisons. Donc l'instinct se suffit à lui-même. Bon. La deuxième est de l'ordre de la culture, c'est-à-dire que c'est au moment où l'instinct se conceptualise et se fixe au niveau conceptuel. Alors, exemple, alors prosaïque s'il en fut, nous avons un voisin qui a plus de 10 enfants. Là, je crois que même chez nous, c'est quand même rare. Hein, bon. Pourquoi une telle motivation à produire autant d'enfants? C'est parce que c'est la culture locale qui veut ça, hein, c'est-à-dire que plus on a d'enfants et plus on est respecté. Ça, c'est une raison d'ordre culturel. Et la troisième raison s'explique par des objectifs utilitaires, comme d'avoir des enfants pour s'occuper de vous quand vous êtes vieux. Ça, c'est quelque chose qui touche en particulier la société chinoise, parce que quand vous êtes vieux dans la société chinoise, vous touchez à peine de pension de retraite, et par conséquent, vous devez compter presque entièrement sur la bonne volonté de vos enfants pour assurer votre vieillesse. Ou bien, autre objectif, d'avoir quelqu'un à qui léguer vos biens. Hein. Bon, ça, c'est peut-être plus proche des préoccupations françaises. Hein. Alors, dans certains pays, plus vous avez d'enfants, plus vous obtenez de subventions, hein, au point qu'elles peuvent devenir une source de revenus non négligeable. Alors, je ne sais pas à quoi pense le professeur Sun Liping ici, mais disons que ça fait penser un petit peu au raisonnement effectivement des indemnités de chômage, qui quelquefois sont plus intéressantes que de reprendre un emploi. Bon, bref, enfin, j'arrête là la controverse. Je continue le texte du poste qui nous dit ceci: en réalité, dans le passé, pourquoi est-ce que les gens faisaient des enfants? Le vrai problème, c'est qu'il n'y avait pas de pourquoi. La procréation, et là il répète ce qu'il a dit précédemment, la procréation est une sorte d'instinct qui relève de l'ordre naturel des choses sans qu'il y ait besoin de raison. Ça se passe pratiquement comme chez les animaux, hein, on se perpétue de génération en génération et on perçoit dans ce processus le sens de la continuité de la vie. Or, c'est maintenant, de nos jours, qu'on commence à se poser la question du pourquoi, hein, du 为什么. Et l'un de ces pourquoi concerne la façon dont nous comprenons l'existence humaine et le sens de la vie. Et il y a en particulier un point auquel nous devrions faire attention, c'est que dans la société actuelle, les gens ont de plus en plus fort le sentiment que la vie n'a pas de sens et qu'elle est pleine de frustration. Nombreux sont ceux qui disent qu'ils ne veulent pas avoir un enfant qui aura la même vie que la leur, et ceci pourrait expliquer que certains préfèrent avoir un chat ou un chien plutôt qu'un enfant. Ça, c'est effectivement un phénomène que vous notez chez certains couples ici chez nous, en Europe, mais aussi en Chine maintenant. Les Chinois étaient réputés en fait manger les chiens, mais maintenant en fait ils élèvent des chiens comme animaux de compagnie. Bon.
Alors, en somme, d'après l'analyse de ce sociologue, Sun Liping, le manque à naître, en quelque sorte, dans la Chine d'aujourd'hui, ne tient pas seulement à des facteurs matériels, comme on pourrait le croire, hein, par exemple du fait que les jeunes couples ne parviennent pas à se payer des logements assez spacieux pour accueillir des enfants, et ou qu'ils ne parviennent pas à gagner assez d'argent pour assurer leur éducation, etc., etc. Hein, autant de considérations d'ordre matériel, mais aussi et peut-être surtout, ça tient à des raisons existentielles. Jamais on ne s'était posé la question du pourquoi faire des enfants, si c'est pour leur faire mener la même vie que nous, à trimer, à se ruiner la santé pour un résultat nul. Et dans ces conditions, quel peut être le sens de la vie? Autrement dit, le déficit démographique qu'on observe en Chine, et qui est un phénomène tout à fait spectaculaire, s'expliquerait au bout du compte par un déficit de sens et par une crise existentielle, je reprends les termes de Sun Liping, voire civilisationnelle. Et ça rejoint justement notre question de cette année. Alors, à propos de civilisation, on voit justement que dans les débats et les discussions qui ont lieu sur les réseaux sociaux en Chine, cette question de civilisation revient très souvent. Rappelez-vous par exemple le commentaire d'un internaute sur le post de Sun Liping concernant le phénomène du Trangping, c'est-à-dire du rester couché. C'est un post que nous avions déjà lu, je vous rappelle rapidement. Cet internaute disait de manière assez provocatrice dans le contexte chinois actuel, et il disait en réalité nous devrions laisser les gens rester couchés et même leur garantir le droit de rester couchés. Et je dis ça dans la perspective de la loi naturelle parce que tout un chacun a le droit d'exister dans un état de nature, c'est-à-dire un droit qui est procuré par le ciel et qui précédait l'évolution de la civilisation. Les gens sont libres de choisir de coopérer, de se bagarrer ensemble, de progresser ensemble, mais ils sont aussi libres de choisir le droit de ne pas coopérer ou de se laisser aller, tout simplement, de se laisser vivre. Et avant l'émergence de la civilisation, les gens étaient comme des animaux et se baladaient tout nus, faisaient ce qu'ils voulaient, sans avoir besoin d'être contraints par qui que ce soit. Alors, évidemment, continue cet internaute, vous pouvez me rétorquer que les gens ne sont pas des animaux et que les gens ont, de fait, ils sont organisés en institutions et en valeurs sociétales. Mais moi, je pose la question, qui a le pouvoir de dire aux autres ce que doit être la mission de leur vie et qui leur a donné ce pouvoir? La société humaine, depuis le début, a toujours eu deux types de styles d'organisation. Alors, un style d'organisation implique de se mettre ensemble pour s'assurer un confort de vie, pour travailler ensemble en vue d'une plus grande sécurité et de plus grands bénéfices. Et l'autre mode d'organisation est de menacer et de contraindre l'autre. Donc, si nous disons que seul le premier mode est approprié, à ce moment-là, nous devrions garantir
que les gens puissent rester couchés et que leurs besoins fondamentaux soient pris en charge, et nous devrions donc respecter leur volonté. Parce que avant qu'il y ait de la civilisation, avant que la vie soit apparue, des gens comme cela avaient donc le droit à l'espace, l'atmosphère, les ressources, et nous ne pouvons pas leur retirer ces droits parce que, sous prétexte que nous avons besoin de construire une société prétendument civilisée. Mais si nous pensons que c'est la seconde forme d'organisation, c'est-à-dire la forme coercitive qui est nécessaire, à ce moment-là, nous devrions tout simplement arrêter de nous considérer comme civilisés. Donc là, vous avez une position assez tranchée et quand même, encore une fois, relativement provocatrice dans le contexte actuel. Cet internaute semble vouloir renverser, ou pourrions-nous dire subvertir, la valorisation habituelle de la civilisation, notamment dans le discours officiel chinois, puisque pour lui, la civilisation n'apporte que des contraintes, et lui en particulier ne rêve que d'un retour à un état de nature, certes fortement idéalisé et romantisé. Il nous imagine nous balader tout nus à n'en faire qu'à notre guise. Enfin, c'est peut-être pas tout à fait ça. Bon. Or, ce qui est intéressant, c'est que Sun Yiping semble lui répondre dans cet autre poste qui date du début 2017, autrement dit qui est antérieur justement au poste de cet internaute, mais où là, en fait, il prend une position assez claire sur cette question de la civilisation. Alors, ce poste est intitulé « 在文明与野蛮之间，我们不要迷失。» Donc, entre la Wenming, vous vous rappelez peut-être pour ceux d'entre vous qui étaient là l'année dernière, donc le terme moderne chinois pour désigner la civilisation, c'est Wenming, et la barbarie, Yeman. Alors, donc si je décompose ces deux termes, Wen, c'est justement tout ce qui concerne la trace laissée par l'humain dans le monde naturel. Au départ, ça peut être une trace d'oiseau sur le sable ou bien un tatouage. On a beaucoup spéculé sur l'origine de ce caractère Wen, qui est simplement une croix comme ça. Et qui, par extension, en est venu à désigner justement tout ce qui concerne la trace écrite, notamment, et à partir de là, donc, justement, tout le domaine de la culture et de la civilisation humaine. C'est le même Wen que vous retrouvez dans le composé Wenhua, qui veut dire donc la culture. Et Ming, le deuxième composant de ce terme civilisation, Wenming, Ming, c'est la lumière, ou on pourrait dire, de notre point de vue européen, les lumières, puisque vous avez un caractère qui est composé du soleil et de la lune, et donc qui désigne la lumière. Et quant au terme qui désigne la sauvagerie ou la barbarie, c'est Yeman. Ye, c'est tout ce qui est à l'origine, en fait, en dehors justement du domaine limité de la civilisation. Tout ce qui est en dehors justement de ce domaine habité, ce que les Grecs appelleraient l'oikoumène en fait. Donc c'est justement cet espace ouvert, non cultivé dans tous les sens du terme, et qui en est arrivé à désigner justement ça peut désigner justement la campagne par rapport aux villes, qui sont les espaces civilisés par excellence, ou tout simplement la sauvagerie. Et Man, c'est en fait une des nombreuses désignations que la civilisation chinoise a réservées
pour justement les parties non civilisées du monde. Et vous avez dans la composition de ce caractère man, donc en bas, le radical de l'insecte ou du rampant. Donc ça vous montre quelque chose d'assez peu humain. Donc entre la civilisation et la barbarie, nous dit Sun Liping, nous ne devons pas miche, c'est-à-dire nous égarer ou nous perdre. Alors, le poste commence de cette façon. Il y a quelques mois, j'ai soulevé certaines questions concernant l'orientation prise par notre État, c'est-à-dire l'État chinois, le sens de la sécurité des élites et l'espérance des gens du peuple. Dans le nouvel environnement international, ces questions, tout particulièrement la première, c'est-à-dire l'orientation prise par l'État chinois, deviennent encore plus réelles, prennent encore plus de réalité. Au milieu de tout cela, si en un lieu et un temps donné, il est difficile de faire la distinction entre le vrai et le faux, le bien et le mal, Shefei, c'est l'opposition, nous dirions maintenant, entre le vrai et le fake, donc il y a bien un repère qu'il faut garder clairement en vue, c'est celui et je l'ai surligné en jaune, de la civilisation et de la barbarie. Il y en a en effet qui ne reconnaissent pas l'existence de la civilisation, qui disent que civilisation et barbarie sont relatives. C'est un petit peu le cas de cet internaute que nous citions tout à l'heure. Et pour Sun Liping, c'est là une sorte de sophisme relativiste. Alors, ensuite, Sun Liping pose la question, est-ce que nous reconnaissons, oui ou non, la différence entre vivre mieux et vivre moins bien? La différence dans la vie entre bonheur et souffrance. Telle qu'elle se définit en contraste par rapport à la barbarie, la civilisation désigne le progrès accumulé dans la culture, les comportements, le mode de vie, les institutions, etc., dans le but de permettre à l'humanité de vivre mieux. L'histoire humaine, l'histoire de l'humanité, est précisément le processus qui consiste à s'efforcer de s'extirper de la barbarie pour aller vers la civilisation. Alors, certes, je dois admettre, et ça c'est Sun Liping qui parle, je dois admettre que nul ne peut garantir à quoi va ressembler le point d'aboutissement. Donc, la civilisation, c'est une sorte d'idéal vers lequel on tend, mais naturellement, on ne sait pas à quoi ça va véritablement aboutir. Et Sun Liping donne ensuite quelques exemples en utilisant le procédé rhétorique classique du parallélisme. Il donne plusieurs exemples, j'en ai coupé quelques-uns, mais chaque fois, il reprend de la même structure, avec la même question finale. Et c'est un procédé rhétorique qui vous montre que même dans les postes, on peut faire justement rechercher des effets de rhétorique pour mieux justement convaincre ces lecteurs. Alors, dans le cas d'un changement de régime politique, on peut y arriver soit en faisant des milliers de morts et en versant des torrents de sang, c'est-à-dire, par exemple, en faisant la révolution, la guerre, ou bien en passant par une procédure et une élection qui ont l'approbation des gens. Y a-t-il un doute sur ce qui est civilisé et ce qui est barbare là-dedans? Deuxième exemple, dans le cas des affaires publiques, elles peuvent être soit gérées par un petit nombre de manière arbitraire, ou bien elles peuvent être gérées par la participation d'un plus grand nombre de manière à réaliser
la volonté de ce plus grand nombre. Y a-t-il un doute sur ce qui est civilisé et ce qui est barbare? Troisième exemple, dans la vie en société, un groupe de gens peut s'arroger le pouvoir de discriminer et d'opprimer un autre groupe. Ou bien alors, tout le monde peut coexister à égalité, ou du moins, quand l'égalité de fait n'est pas réalisable, on peut coexister avec la garantie d'une égalité devant la loi et une égalité des droits. Y a-t-il un doute sur ce qui est civilisé et ce qui est barbare? Et Sun Liping de conclure en disant, je le dis encore une fois, entre la civilisation et la barbarie, c'est-à-dire nous Chinois, nous ne pouvons nous payer le luxe d'un égarement. Nous ne pouvons supporter le prix d'un égarement. Autrement dit, c'est quelque chose que nous devons garder clairement en vue. Et je vous ai lu pratiquement in extenso ce poste parce que vous voyez que la conception de la civilisation, selon Sun Liping, en tout cas la civilisation politique, ressemble quand même beaucoup à une civilisation véritablement démocratique. Bien, alors, maintenant, je pense qu'il est peut-être intéressant justement pour nous de nous intéresser à la façon dont quelque chose qui ressemble à une opinion publique s'exprime ou arrive à s'exprimer en Chine actuellement. Certes, l'image que nous avons de la grande démocratie chinoise, puisque en fait ça fait les gros titres de nos journaux ces derniers jours, la Chine ayant été écartée du forum sur la démocratie de Joe Biden, le président américain, donc se venge en disant que en fait la vraie et la grande démocratie, la plus grande démocratie du monde, c'est la Chine. Bon. Alors, bien, enfin, maintenant, il s'agit de voir comment s'exerce cette démocratie. Bon, alors, il y a quand même, en fait, quelque chose de fondamental dans toute vie démocratique, c'est quand même j'ose à peine prononcer le mot, mais une certaine liberté d'expression. Bon, alors là, il s'agit de voir un petit peu comment ça se passe en Chine actuellement. Alors, je reviens un instant, là aussi, à un autre poste qui est arrivé à la suite de ce poste de Sun Liping sur le rester couché. Nous avons une autre réaction d'un autre internaute qui a pris comme nom de code, comme pseudonyme, Empathie. Alors, il dit ceci, si les choses existent, c'est pour une raison. Et donc, si vous n'avez pas l'opportunité ou les compétences nécessaires pour entrer en compétition dans notre société, vous plaindre ou geindre à ce propos ne servira absolument à rien. Et du coup, rester couché est toujours une possibilité, un choix que vous pouvez faire librement. Mais, vu d'un autre angle, ça peut paraître comme un refus de coopérer. Ça, c'est ce que nous avions vu à propos justement du Trangping. C'est exactement ça, pour hezuo, c'est-à-dire donc on refuse de coopérer. Et ça pourrait justement revenir à un désir d'aller, et là il ouvre une citation, d'aller vers un État heureux, un État au sens de pays-État. Alors là, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que ceux d'entre vous qui connaissez vos classiques, je dis classiques chinois naturellement, vous reconnaissez une allusion
à un poème de l'ancien livre des Odes, le Shijing, qu'on a traduit aussi par livre de poésie ou livre des chants, qui se trouve être l'un des classiques confucéens. Et c'est donc les classiques confucéens ont ceci de particulier qu'ils ont chacun en fait leur rhétorique propre. Vous n'avez aucun point commun entre un classique comme le Livre des Mutations, dont nous parlions tout récemment, qui est une sorte de manuel de divination, et ça n'a rien à voir avec, par exemple, le Livre des Documents, qui est un recueil justement, enfin, de documents historiques. Ça n'a rien à voir non plus avec le Trenchio, c'est-à-dire les annales des printemps et automnes, qui sont des annales année par année, mois par mois, jour par jour, enfin de la chronique du pays de l'eau, du pays natal de Confucius. Vous avez également le traité sur les rites, qui est un compendium donc, sur les rites. Et là, vous avez donc un compendium, une collection de 3 différents types d'odes qui proviennent probablement d'une époque ancienne, qui remonterait peut-être à l'époque Shang, c'est-à-dire au-delà de l'an 1000 avant l'ère chrétienne, et surtout qui est représentative de la période des Zhou, c'est-à-dire donc qui occupe en gros le premier millénaire avant l'ère chrétienne. Et classiquement, ce livre des Odes comprend 305 pièces auxquelles il est même fait allusion dans les entretiens de Confucius. Alors ces 3 types d'odes sont d'une part ce qu'on a appelé les feng, c'est-à-dire les airs, c'est-à-dire des airs chantés probablement, qui représentent en fait des chansons qui étaient chantées dans différents pays, dans différentes vassalités de la royauté Zhou. Ensuite, vous avez ce qu'on a appelé les ya, c'est-à-dire donc les odes à proprement parler, c'est-à-dire des odes solennelles et qui étaient chantées soit à la cour royale, soit dans les cours des princes vassaux. Et enfin, le 3e type, ce sont les songs, c'est-à-dire les hymnes ou des sortes de chants religieux qui étaient chantés dans les temples ancestraux de la maison des Zhou. Alors, ce qui nous intéresse ici, ce sont justement ces guofeng, c'est-à-dire les airs des pays, des différents pays, et vous en avez 160. Alors, ces airs des pays sont, par rapport justement aux ya, aux odes et aux hymnes et aux sons, ce sont en fait des pièces en général assez courtes, rédigées dans un langage assez simple. Ça se présente très souvent comme des chansons folkloriques qui sont rythmées et rimées. Vous pouvez le voir visuellement ici. Vous voyez un petit peu c'est quelque chose de très régulier. Et ça concerne justement en fait les préoccupations du peuple dans sa vie quotidienne. Vous avez des airs qui sont chantés pendant que les paysans sont aux travaux des champs. Vous avez des chansons aussi qui concernent la mise au monde des enfants, justement, l'entretien des maisons et aussi pas mal de chansons d'amour. Et donc, selon une légende, c'était très important pour les souverains, les princes en tout genre, de connaître justement ce que leur sujet, leur peuple, ressentait. Autrement dit, avoir une idée, au fond, de l'opinion publique, précisément. Et donc, selon cette légende, ces souverains envoyaient des émissaires dans le peuple, partout justement dans les campagnes, pour rester à l'écoute
de ce que les gens chantaient. Parce que justement, dans les chansons, ils exprimaient tous leurs émotions, leurs sentiments, mais aussi leurs griefs. Et beaucoup de ces chansons prennent la forme presque de satire politique et de protestation contre la gouvernance justement de leur pays. Vous avez des chansons, par exemple, de paysans qui sont envoyés de corvée soit à la construction de la Grande Muraille ou alors à l'armée. Et Dieu sait que sous les royaumes combattants, on avait besoin justement de lever des troupes. Et c'était forcément sur les pauvres paysans que ça retombait. Et donc, ces paysans chantent justement les griefs qu'ils entretiennent vis-à-vis des pouvoirs qui les envoient au casse-pipe. Et vous avez aussi, comme ici, des chansons qui se plaignent, ça c'est un thème classique s'il en fut, qui se plaignent des impôts. Bon, enfin, nous, on ne met pas forcément ça en chanson, mais enfin, je veux dire, on croule aussi sous les impôts et finalement, ça irait peut-être mieux en chantant. Enfin, bon. Alors, donc, ici, voilà ce que nous dit cette chanson, donc, qui nous vient du pays de Wei. Alors, elle s'intitule Shuoshu. Shuoshu, si vous lisez ce premier caractère, Shuo, ça veut dire gras. Donc, ça parle de rats qui sont bien gras. Alors, bon, vous commencez à entrevoir évidemment de quoi on parle là. Bon, alors, mais vous avez une autre lecture possible qui est Shishu, mais en général c'est plutôt Shuoshu. Bon, alors, Shuoshu Shuoshu Wu Shi Wo Shu 3岁贯汝莫我肯顾是将去汝是彼乐土乐土乐土原得我所硕鼠硕鼠无始我脉3岁贯汝莫我肯得是将去汝是彼乐国乐国乐国原得我执硕鼠硕鼠无始我苗3岁贯汝莫我肯劳是将去汝是彼乐交乐交乐交谁知永豪 Donc, aussi bien du point de vue visuel que du point de vue de cette récitation orale, sans même lire le chinois, donc vous entendez et vous voyez la forme très régulière et quelquefois les rimes. Alors, gros rat, ne mangez pas notre millet. Alors, 3 années durant, alors le terme de sui peut désigner, enfin désigne d'ailleurs en premier les récoltes. Donc le terme de sui, c'est l'année vue du point de vue de la vie paysanne, c'est-à-dire donc 3 récoltes durant, nous vous avons nourri. Alors, ceux d'entre vous qui lisent un peu le chinois disent mais non, c'est pas moi ce que je lis c'est nu, c'est-à-dire la femme. Bon, en fait, ici, il s'agit d'une substitution du même caractère mais avec la clé de l'eau, et ça se lit Zhu qui désigne la deuxième personne, c'est-à-dire toi ou vous. Donc pendant 3 années ou 3 récoltes durant, nous vous avons nourri et vous n'avez jamais eu un seul regard pour nous. Nous allons finir par vous abandonner et partir pour cette letrou, cette terre heureuse, au loin, là-bas. La terre heureuse, donc là vous avez ces effets de répétition, là nous trouverons notre place. Deuxième strophe, gros rat, ne mangez pas notre blé. Donc là, en fait, vous voyez déjà un début de crescendo, c'est-à-dire donc
les gros rats s'attaquent d'abord au millet, ensuite ils s'attaquent encore à quelque chose de meilleur, c'est-à-dire le blé. Pendant 3 années, nous vous avons nourri et jamais vous n'avez fait preuve de gratitude à notre égard. Nous allons finir par vous abandonner et partir pour pour ce pays heureux là-bas. Donc l'internaute que nous citions tout à l'heure, en fait, fait allusion justement à ce morceau de vers, c'est-à-dire nous allons partir pour ce pays heureux là-bas. Pays heureux, là nous trouverons justice. 3e strophe. Gros rat, ne mangez pas nos jeunes pousses. Donc là, vous voyez, enfin, les rats, quand ils ont fini le millet, quand ils ont fini le blé, ils s'attaquent aux jeunes pousses, c'est-à-dire ils s'attaquent à la récolte suivante. Bon. 3 années durant, nous vous avons nourri et jamais vous n'avez pris en compte notre labeur, lao, qui rime avec le hao à la fin de la strophe. Nous allons finir par vous abandonner et partir pour le tiao, c'est contrée heureuse. Alors, tiao, c'est un petit peu comme le yé dont je parlais tout à l'heure. Tiao, c'est justement ce qui est en dehors disons, de la zone civilisée, et ça peut désigner justement tout ce qui est en fait, en chinois moderne, ça désigne la banlieue. Donc, c'est ce qui est en dehors justement des limites de la ville. Et donc, nous allons partir pour ces contrées heureuses qui là-bas, nous fera gémir éternellement. Là, nos lamentations prendront fin. Donc, vous voyez ici, ce qui, je trouve tout à fait intéressant, c'est la manière dont cet internaute utilise une allusion à un classique confucéen antique pour justement exprimer une critique. Il dit que justement, en fait, si nous n'avons pas d'autre choix, nous pouvons soit rester couchés, soit partir pour ce pays heureux au loin. Bon, alors, de fait, parmi justement cette classe moyenne, et notamment la jeune classe, qui en a assez justement de pédaler comme un hamster dans sa cage, soit ils choisissent justement de laisser tomber la compétition, voilà, soit carrément d'aller dans les montagnes. Vous avez maintenant beaucoup de gens de cette classe moyenne qui ont évidemment les moyens et qui se retrouvent par exemple dans les montagnes du Yunnan au sud-ouest de la Chine à justement mener une vie paisible avec moins de moyens. Certes, là, dans le Yunnan, vous n'avez pas besoin d'avoir un appartement de 100 mètres carrés dans un condominium. Vous pouvez vous contenter d'une maisonnette en plein champ et là, personne ne vient vous ennuyer et vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Alors, donc, ici, vous avez quand même quelque chose de tout à fait intéressant qui se passe dans la société chinoise actuellement et qui nous ramène à quelque chose qui se pratiquait dans l'ancien temps. Là, nous venons de voir comment même d'humbles paysans pouvaient exprimer justement leurs souffrances et leurs aspirations sous forme de chansons. Mais vous avez aussi d'autres moyens d'expression qui, pour une fois, ne vont pas du haut vers le bas, mais du bas vers le haut, dans la société chinoise ancienne. Et c'est l'occasion pour moi de faire référence à quelqu'un qui m'a été très cher, le professeur Léon van der Merch, qui est décédé il y a juste un mois,
et qui est vraiment l'un des grands noms, on pourrait dire, de la sinologie française contemporaine. Et je rappelle ici ses œuvres principales. Vous avez d'abord ce monument en 2 volumes qui est Wang Dao, ou la voie royale, où le professeur Van der Merch fait ses recherches sur l'esprit des institutions de la Chine archaïque. Ça, c'est vraiment un ouvrage de référence. Et alors, évidemment, je ne le recommanderais pas comme première lecture pour débutants, parce que c'est quand même assez costaud. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui fait encore autorité. D'autre part, vous avez évidemment un grand classique de Léon Van der Merch, qui est lui-même qui était lui-même légiste de formation. Il a étudié le droit avant d'en arriver aux études chinoises, et qui a publié ce livre aussi qui continue à faire autorité, La formation du légisme dans la Chine antique. Le légisme qui a inspiré justement toute la politique du premier empire centralisé, celui des Qin, du fameux Qin Shi Huangdi, et qui continue à inspirer certains courants du maoïsme et de la gouvernance actuelle. Vous avez 2 ouvrages beaucoup plus récents qui sont parus coup sur coup donc, aux éditions Gallimard. Vous avez les 2 raisons de la pensée chinoise, divination et idéographie, et tout dernièrement, ce que la Chine nous apprend sur le langage, la société, l'existence. Alors, le professeur Van der Merch est l'auteur d'un long article que vous aurez le temps, c'est une forte suggestion, de lire pendant les congés de fin d'année, qui s'intitule « L'institution chinoise de remontrance », qui est paru dans la revue Études chinoises. Études chinoises, c'est un peu l'organe de la sinologie française, dans son volume 13, parties 1 et 2, printemps-automne 1994, de la page 31 à 45. Alors, si vous cherchez un petit peu sur Internet, vous devriez pouvoir accéder à cet article librement. Donc, Études chinoises a mis certains de ses anciens numéros donc, en libre accès sur Internet. Alors, je lis simplement donc les premières phrases de cet article sur lequel nous reviendrons donc le 6 janvier de l'année prochaine, 2022. Dans l'étude des institutions de la Chine impériale, on ne peut manquer d'être frappé par un principe qui n'a cessé d'être appliqué, ne serait-ce que formellement, sous toutes les dynasties, et qui semble porter en germe, en quelque manière, la liberté d'opinion. C'est le principe de l'accessibilité à la critique des décisions de l'empereur. Pour toutes les époques, en effet, nous possédons en abondance des textes ou des résumés de textes d'adresse à l'empereur tout à fait officiels, portant critique de telle ou telle disposition arrêtée par l'autorité impériale. Ces sortes d'adresses sont rédigées dans la forme habituelle du mémorial et figurent entre autres dans les recueils de mémoriaux tirés des histoires officielles et des archives d'État. Elles sont représentatives d'une pratique désignée par le terme tian que vous avez ici dans une forme archaïsante, et en bas à droite de la diapositive sous sa forme moderne, que l'on peut traduire par remontrance ou admonestation. Et c'est donc sur ce terme que nous reprendrons nos travaux à partir du 6 janvier et pour tout le mois de janvier. Mais en attendant, donc, permettez-moi de vous souhaiter donc en chinois un joyeux Noël, Sheng Dan Kuai Le, de très bonnes fêtes, et pour vous rassurer, au cas où vous auriez
des enfants qui s'inquiéteraient de l'état de santé du Père Noël, nous avons une dépêche tout à fait officielle de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui dit que le Père Noël est immunisé contre le Covid-19 et sera en mesure d'apporter des cadeaux aux enfants la nuit du 24 au 25 décembre pour tenter de calmer les angoisses des enfants. Alors là, on cite une responsable de l'OMS qui dit « Je comprends les inquiétudes au sujet du Père Noël parce qu'il est âgé et donc potentiellement dans un groupe d'âge plus à risque face à la pandémie. Mais je peux vous dire que le Père Noël est immunisé contre ce virus, il va très bien. Madame Noël va très bien également, je ne savais pas qu'il y avait une Madame Noël, enfin bon. Et ils sont très occupés actuellement. Par ailleurs, à ceux qui se demandaient si le Père Noël était lui aussi touché par les restrictions d'entrée dans certains pays, cette scientifique a encore voulu rassurer les enfants. Il sera en mesure de rentrer et de sortir de l'espace aérien à sa guise et de distribuer ses cadeaux. Cette spécialiste de conclure, il est très important que tous les enfants du monde comprennent que la distanciation physique avec le Père Noël et entre eux doit être strictement respectée. Et il faut que les enfants se couchent tôt la veille de Noël, mais le Père Noël, elle le répète, sera capable de voyager dans le monde entier pour livrer ses cadeaux et donc remplir sa mission. Bien, donc nous voilà rassurés. Et donc, au plaisir de vous retrouver l'année prochaine si le Bouddha nous prête vie.